La mère accusée d'avoir tué une de ses filles et d'avoir tenté de tuer une autre de ses filles, ainsi que son petit ami avec du vin empoisonné lors du dîner de Thanksgiving, fait une demande choquante. Elle veut sortir de prison. Et la raison, c'en est une à laquelle on ne s'attendait pas. De plus. J'aime toujours la femme avec qui j'étais. J'aime toujours la femme qui m'a donné mon enfant. La femme qui est en ce moment au tribunal mérite de mourir. C'est le père de la fille qui aurait bu le vin et perdu la vie. Sa mère, Gudrun Linda Jean Casper Leinenkugel. Non seulement elle est accusée de meurtre et de tentative de meurtre lors de Thanksgiving, mais j'ai aussi de nouvelles informations sur la façon dont elle aurait tué un homme en 2007. Et il y a une autre révélation. Les autorités d'autres États enquêtent apparemment sur un autre décès. Et il s'agit de l'ex-mari de Gudrun. On the Case, présenté par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Nous avons beaucoup de choses à aborder. Je vais vous montrer des messages textes que Gudrun, Linda Jong, Casper, Leinenkugel auraient envoyés au père de leur fille, une fille qu'elle aurait tuée. Cela s'est produit avant l'arrestation de Gudrun et elle se renseigne sur l'assurance vie. Mais avant d'en arriver là, je veux parler de la requête que son équipe vient de déposer pour demander sa libération avant le procès. La défense de la femme de 52 ans affirme qu'au moment de son arrestation en janvier pour plusieurs meurtres, elle allaitait toujours son enfant de 3 ans et souhaite poursuivre. Les documents indiquent également qu'elle a un enfant de 8 ans. Voici une image de Gudrun Linda Jean Casper, Leinenkugel à Cordon, en Caroline du Nord, selon WLOS TV. Vous pouvez voir qu'elle sourit en entrant dans la salle d'audience. Elle est accusée de meurtre au premier degré, de 2 chefs de tentative de meurtre au premier degré et de 3 chefs de distribution de certains aliments et boissons interdits pour ce qu'elle aurait fait lors de Thanksgiving en 2025. Et elle fait face à une autre accusation de meurtre en lien avec la mort d'un homme en 2007. Je la connaissais sous le nom de Linda Jean Casper. D'où viennent ces noms Gudrun et Leinenkugel, je n'en ai aucune idée. C'est Travis Peterson. Il vit dans le Wisconsin et il est le père de Leila Levis, la fille de Gudrun Linda Jean Casper Leinenkugel, âgée de 32 ans, qui est décédée à la suite du vin que sa mère lui aurait donné à Thanksgiving. Photo que Travis m'a envoyée avec sa fille, prise lors de sa visite dans le Wisconsin l'été dernier. Voici maintenant des photos qu'il a partagées avec nous, montrant Travis, Gudrun et Lila comme une jeune famille au début des années 90. Il a dit qu'ils ont fini par se séparer. Ils n'ont jamais été mariés. Ensuite, Gudrun et Leila sont partis lorsque Leila était jeune pour aller en Caroline du Nord. Désormais, je vais appeler la prévenue Gudrun, puisque c'est apparemment son nom légal actuel. Ainsi, le système judiciaire la nomme ainsi. Mais Travis la connaissait comme Linda. Il a révélé beaucoup lors de notre discussion. Je vais vous montrer ces messages que, selon lui, Gudrun lui a envoyés après la mort de sa fille, avant l'arrestation de Gudrun. Et elle aurait eu une question financière très précise à poser à Travis. Avant d'aborder cette partie, d'autres détails ont émergé. Et je veux vous expliquer l'affaire comme Travis la connaît. Il raconte qu'un matin début décembre dernier, la femme qu'il connaissait comme Linda, mère de leur fille, l'a appelé sans prévenir. J'ai appris la mort de Leila pour la première fois le 2 décembre quand Linda m'a appelé. J'ai vu un numéro inconnu de Caroline du Nord, alors j'ai simplement décroché. Dès que j'ai entendu sa voix, je n'avais pas besoin qu'elle se présente. Mais elle voulait savoir quand j'aurais fini le travail, tu sais, après un petit brin de causette. Et moi, je lui dis, non, qu'est-ce qu'il y a? Elle voulait que j'attende la fin du travail. J'ai dit, non, ne m'appelle pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça a pris un moment, mais elle a fini par me dire que Lila était morte. Tout le monde dans mon service savait qu'il ne fallait pas venir à mon bureau car j'ai craqué. À l'époque, Gudrun ne faisait l'objet d'aucune accusation. Elle n'a été arrêtée que des semaines plus tard, le 16 janvier. En plus d'avoir parlé avec Travis pour cet épisode, j'ai également de nouveaux mandats de perquisition rendus publics, qui exposent ce que la police affirme s'être passé lors de ce qui est devenu un dîner de Thanksgiving mortel. Alors, revenons à ce dîner. Le 30 novembre, cette famille s'était réunie chez Gudrun, à Schmidt Terrace, à Hendersonville, en Caroline du Nord, près d'Asheville. Donc, à table, il y avait apparemment une douzaine de personnes, dont Gudrun, sa fille de 32 ans, Leila Levis. Il y avait aussi Mia, la fille de Gudrun, ainsi que son petit ami Richard. 2 autres hommes, cités dans le mandat de perquisition, étaient également présents. L'un des hommes s'appelait Landon, que Gudrun présentait, selon la police, comme son petit ami.
Mais il y avait aussi un autre homme nommé Jeffrey. Et la fille de Gudrun, Mia, dit que Jeffrey était le petit ami de sa mère. Donc il y a une dynamique intéressante ici. Lors du dîner, certains membres de ce groupe ont bu du vin. Et plus tard dans la soirée, le petit ami de la fille de Gudrun, Mia, il s'appelle Richard, a commencé à se sentir mal. Et voici ce que Gudrun aurait dit à Travis à propos de leur fille, Lila. Elle n'a pas dit grand-chose sur la journée, à part qu'après que Lila soit rentrée à la maison, elle a appelé une fois arrivée de l'autre côté des montagnes et le trajet dure environ 1 à 2 heures selon les conditions. Et elle a dit que Lila se sentait mal au cas où quelqu'un d'autre au repas se sentirait mal aussi. Vous savez, des symptômes grippaux, des maux d'estomac et tout ça. Et puis elle a dit que le lendemain, quand elle a essayé d'envoyer un message et d'appeler Lila, elle n'a eu aucune réponse. Alors elle a appelé la police et ils l'ont essentiellement trouvée morte chez elle. Gudrun aurait déclaré aux autorités que Lila, Mia et Richard avaient tous bu dans la même bouteille de vin ouverte. Et le document indique que Mia a pris une gorgée du vin. Elle l'a recraché. Elle a dit que le goût était bizarre. Mais Leila et Richard ont continué à boire ce vin. Une enquête a révélé que tous les trois avaient consommé un produit chimique appelé acétonitrile. Les centres de contrôle et de prévention des maladies et l'EPA précisent que c'est un liquide clair, incolore, utilisable comme solvant pour les batteries au lithium. Et une fois dans le corps, il peut se transformer en cyanure, qui est un poison potentiellement mortel. Maintenant, les agences sont claires sur le fait que ce produit chimique est toxique et qu'il provoque des symptômes comme des maux de tête, des nausées, et il peut être fatal si une personne en consomme. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Maintenant, Leila était morte le 1er décembre. Richard, le petit ami, a dû aller à l'hôpital parce qu'il se sentait malade lui aussi. Et il y était resté près d'une semaine avant d'être autorisé à sortir. La police dit que le sang de Richard montrait des niveaux toxiques de cyanure et qu'il était à ce qu'ils ont appelé un niveau 10. Les médecins disent que tout ce qui se situe entre 0,2 et 5 est considéré comme un niveau toxique pour ce produit chimique. Maintenant, Mia a dit à la police que sa mère était celle qui aurait récupéré une bouteille de vin et l'aurait ensuite présentée à tout le monde lors du dîner. Elle pensait que la bouteille de vin semblait déjà ouverte. Il en manquait peut-être un peu. Maintenant, Travis m'a dit, le père qui vit dans le Wisconsin, qu'il est allé aux funérailles de sa fille après que Gudrun l'a appelée et lui a dit qu'elle était décédée parce qu'elle était tombée malade et qu'on l'avait retrouvée morte chez elle après ce dîner de Thanksgiving. Mais à ce moment-là, lorsqu'il est allé aux funérailles, Gudrun ne faisait face à aucune accusation. Et il a décrit cela comme l'interaction qu'ils ont eue. C'était la première fois qu'il voyait la femme qu'il connaissait sous le nom de Linda depuis des années, depuis qu'il était allé à la remise de diplôme de leur fille au lycée, dit-il. J'ai essayé de la rencontrer avant afin de pouvoir simplement lui poser des questions en tête à tête. Je n'ai pas pu poser toutes les questions que je voulais, mais je ne sais pas si je suis en train de réécrire l'histoire. Je ne sais pas si je suis en train de réinventer les choses ici, mais quand je lui ai parlé, elle ne semblait pas présente. Elle paraissait figée. Et quand j'allais lui faire un câlin, je veux dire, c'était comme enlacer une planche de bois. Travis trouvait ce comportement étrange, et la police semblait également trouver le comportement de Gudrun étrange. Mia a dit que sa mère n'avait pas bu de ce vin parce qu'elle était allergique aux raisins. Selon ses mandats de perquisition décelés, Gudrun a honnêtement dit aux autorités qu'elle pensait que le vin pouvait être lié à la mort de sa fille. Un médecin a indiqué que Gudrun était venue à l'hôpital et avait signalé que le vin était stocké près de produits chimiques, dont du poison pour rats, dans leur grange. Voici des photos tirées de son téléphone, incluses dans les mandats de perquisition que les adjoints sont en train d'examiner. Avant le dîner, les autorités indiquent que Gudrun a cherché « Que se passe-t-il si j'ingère accidentellement de l'acétonitrile ?» Lors d'un entretien avec la police rapporte que Gudrun a indiqué qu'une personne vivant chez elle, qu'elle appelle Uncle Dan, a acheté le produit chimique sur eBay. L'identité de cette personne reste incertaine. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas l'acheter car elle avait des problèmes de connexion à Amazon et eBay. La police rapporte que Gudrun leur a dit que le vin était stocké près d'une zone de jeu pour enfants, qui auraient pu y accéder. Une sergente là-bas m'a appelé et m'a posé plusieurs questions et elle n'arrêtait pas de demander « Êtes-vous sûr d'être le père biologique de Leila ?» Et j'ai répondu « Pourquoi ne le serais-je pas? Je ne suis pas fou. Oui, Leila est ma fille. » Et ils m'ont dit que Lynn avait dit qu'une fillette de 2 ans, Béatrice, sa fille de 2 ans, avait mis le poison dans le vin
Non, avez-vous déjà vu une fillette de 2 ans essayer de transférer le contenu d'un récipient à un autre? Non, ce n'est pas possible. Mais la seule chose qui m'a vraiment convaincu de sa culpabilité, elle a dit à la police que le père biologique de Leila, avant la naissance de Leila, faisait un essai de voiture, juste pour être sûr de bien comprendre. Il faisait un essai routier avec une voiture et a eu un grave accident, ce qui l'a laissé paralysé du cou jusqu'aux pieds. Au bout d'un moment, il a dit à Linda qu'il ne voulait pas qu'elle souffre à cause de ça et il s'est suicidé. Et ensuite, le frère du père biologique de Lila a adopté Lila parce qu'il ne voulait pas que Lita grandisse sans père. Maintenant, passons à ces messages que Travis dit avoir reçus de Gudrun avant son arrestation. Travis dit qu'après la mort de Lila, Gudrun lui a envoyé un message pour lui demander s'il y avait une assurance vie et si Lila avait une police à son nom. Elle aurait dit: «Je ne veux juste rien manquer de ce que je suis censé faire pour elle.» Travis dit qu'il a envoyé un chèque à Gudrun pour aider à couvrir les frais funéraires de leur fille. Travis affirme avoir envoyé un message à Gudrun fin janvier pour retrouver le certificat de décès de leur fille, mais n'a reçu aucune réponse. Ce sont ses dires, non vérifiés par la police. Linda a été arrêtée le 16 janvier, c'est pour ça que je n'ai pas reçu de réponse de sa part. Et puis, l'un des articles donnait un numéro pour la police de Hendersonville. Un autre article disait quelque chose à propos d'une possible arnaque à l'assurance vie. Et je relis les messages que Linda et moi avions échangés. Et dans l'un d'eux, elle demandait à propos d'une assurance vie que ma mère et mon père avaient souscrite pour Lila. Mais ça, c'était quand elle est née, en 93. Je crois qu'ils nous l'ont donné quand elle a eu 1 an. On l'a encaissé car on avait besoin d'argent. Et je le lui ai dit. Elle a insisté pour que je redemande à mes parents, alors je l'ai fait. Ils ont confirmé mon histoire, sauf que ma mère dit que c'était une assurance vie sur moi, pas sur Lila. Je dois donc croire ma mère sur ce point? Depuis combien de temps avait-elle posé des questions sur l'assurance vie? Oh, entre début et mi-décembre, juste après que je sois rentré des funérailles. Les autorités ne se sont pas encore prononcées sur un éventuel mobile dans cette affaire. Travis dit qu'à sa connaissance, Lila avait une bonne relation avec sa mère, ce qui rend cela encore plus mystérieux. Au quotidien, je ne saurais pas dire. D'après ce qu'elle m'a dit, elles étaient assez proches. Euh, Lila envisageait d'acheter un terrain en Caroline du Nord et elle comptait demander à sa mère de lui construire la maison. Et il n'y a jamais eu la moindre indication qu'il y avait un problème entre elles. Euh, je disais à Lila que j'aimais toujours sa mère et elle me répondait, oui, je sais. Peu de gens imagineraient que leur partenaire ou quelqu'un qu'ils connaissent serait capable de ce dont la police l'accuse. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans son passé ou pendant la période où tu l'as connue qui t'aurait jamais fait penser qu'on en arriverait là aujourd'hui? Jamais ça ne m'aurait même pas effleuré l'esprit. En fait, aujourd'hui, je serais en train de défendre Leila ou Linda contre toutes ces accusations, sauf que il y a 2 ou 3 choses que la police m'a dites, qu'elle leur a dites pendant l'interrogatoire. Le meurtre présumé de Lila n'est pas le seul dont Gudrun est accusée. La police affirme qu'en 2007, Gudrun a rencontré un homme nommé Misha Schmidt. Il s'appelait aussi Michael et elle l'a trouvé mort dans sa caravane sur la propriété où Gudrun vit aujourd'hui, la même propriété où ce dîner de Thanksgiving a eu lieu. Schmidt était le propriétaire du terrain. Gudrun vivait dans la maison sur la propriété. Gudrun avait dit à la police à l'époque que Schmidt était alcoolique et toxicomane. Selon Gudrun, elle avait vu Schmidt pour la dernière fois 2 jours auparavant, lorsqu'ils avaient bu quelques verres ensemble. La police écrit que lorsque les résultats de l'autopsie de Schmidt sont tombés, ils ont révélé qu'il était mort d'un empoisonnement à l'acétonitrile.
le même produit chimique retrouvé dans l'organisme de sa fille décédée, ainsi que dans celui du petit ami de sa fille qui a dû être hospitalisé. Le taux de Schmidt était de 300. À présent, il n'est pas clair pourquoi les autorités inculpent Gudrun pour ce crime après près de 20 ans. En 2007, et c'est une partie intéressante du mandat de perquisition qui a été rendu public, les autorités écrivent qu'une compagnie d'assurance a indiqué qu'une police d'assurance vie avait été souscrite 5 jours avant la mort de Schmidt. Ils ajoutent également que sa description sur la demande ne correspondait pas à celle fournie au médecin légiste. La police indique que la police d'assurance a versé 100 000 dollars à l'épouse de Schmidt après sa mort. On ne sait pas où se trouve l'épouse de Schmidt aujourd'hui. Nous avons également de nouvelles informations selon lesquelles les autorités d'un autre État réexamineraient la mort d'un homme qui a autrefois été marié à Gudrun Linda, Jean-Casper Lenning-Kugel, et sa mort a eu lieu en 2017. Le journal local de Caroline du Nord, le Hendersonville Lightning, rapporte que la police du comté rural de Sawyer, dans le Wisconsin, réexamine la mort d'un homme nommé Elroy Lund Jr. Il est décédé alors qu'il avait plus de 70 ans, en 2017, alors qu'il était marié à une femme de 28 ans, sa cadette. Elle s'appelait Gudrun. D'après le journal, l'Inde avait apparemment des problèmes de santé, donc sa mort n'avait pas été considérée comme suspecte. Mais le journal indique maintenant qu'avec les accusations et les charges auxquelles Gudrun fait face en Caroline du Nord, les autorités du comté de Sawyer réexaminent cette affaire. Il est important de noter que Gudrun n'a pas été inculpée en lien avec la mort de cet homme. Lors de notre conversation, Travis a soulevé d'importantes questions concernant Gudrun et son passé. Il semble que Gudrun essayait de réussir en tant que restauratrice à Asheville, en Caroline du Nord. Il y a un article dans le journal local appelé The Mountain Express, datant de 2016, où Gudrun a été interviewée sur la façon dont elle et ses associés gestionnaires ont commencé à planifier le Patent Public House en juillet 2013. Voici des photos toujours visibles sur le compte Instagram du restaurant désormais fermé. Dans l'article, Gudrun dit travailler depuis ses 13 ans. J'ai possédé une laverie automatique. J'ai dû apprendre à gérer l'entreprise et réparer les machines. Ce fut une bonne expérience, a-t-elle déclaré. L'article ajoute qu'elle a ouvert 6 restaurants et bars dans tout le pays. On ne sait pas où se trouvaient ces restaurants. Maintenant, dans l'article, Gudrun dit que son restaurant a été inspiré par le confort, la nourriture et la bière offerts par les pubs européens de son enfance. Et elle affirme avoir passé du temps à voyager entre le Minnesota et le Wisconsin en Allemagne lorsqu'elle était enfant. Maintenant, tu te rappelles que Travis avait questionné le nom de Gudrun car il la connaissait sous celui de Linda pendant leur relation. Le Hendersonville Lightning rapporte qu'elle a changé son nom pour Gudrun Linda Jean Casper Lenning-Kugel en octobre 2004. Non, à ma connaissance, elle n'est jamais allée en Allemagne. Quand j'étais avec elle, sa famille, enfin sa mère et son père étaient de Spring Valley, Wisconsin. Ils ont déménagé à Exland pour gérer la laverie là-bas. Les habitants du coin les considéraient comme des étrangers, donc ils ne venaient pas souvent à la laverie. Et ce n'est qu'après avoir vendu la laverie à un habitant du coin que l'affaire a vraiment décollé. C'est l'histoire qu'ils m'ont racontée. Mais d'après ce que je lis dans les journaux, ce que je lis d'autres sources, je ne sais plus quoi croire. Ce n'est pas la femme avec qui j'étais. Ce n'est pas la femme que j'aime encore à ce jour. La femme qui a mis notre enfant au monde. C'était tout simplement merveilleux. Je sais qu'elle est, enfin, évidemment, tu sais, la mère de ton enfant, c'est juste différent des relations que tu pourrais avoir avec d'autres personnes. Malgré tout ça, tu vois ce dont elle est accusée et les images au tribunal, tu l'aimes toujours? J'aime toujours la femme avec qui j'étais. J'aime toujours la femme qui a mis mon enfant au monde. La femme qui est en ce moment au tribunal mérite de mourir. Encore une fois, ce sont des mots forts pour conclure notre conversation avec Travis. Les procureurs disent qu'ils ne vont pas demander la peine de mort dans cette affaire. Et il est important de noter que Gudrun est présumée innocente et que tout ce dont nous parlons ne sont que des allégations,
Rien de plus à ce stade. La prochaine audience de l'affaire Gudrun est fixée au 11 mai pour examiner la demande de remise en liberté provisoire déposée par sa défense. Maintenant, en plus du fait que Gudrun affirme vouloir continuer à allaiter son enfant de 3 ans comme raison pour laquelle elle ne devrait pas être en prison, sa défense indique également qu'elle souffre de problèmes de santé et que sa détention provisoire met sa santé en danger. Ils soutiennent également que les allégations auxquelles elle fait face à ce stade reposent sur des éléments circonstanciels et que les faits reprochés sont spécifiques, selon eux, et ne démontrent pas qu'elle représente un danger général pour le public. Depuis la Caroline du Nord, Jason Saint-Aubin, avocat de la défense pénale, nous rejoint pour en discuter. Je sais que vous venez de créer Saint-Aubin Law. Vous exercez depuis plus de 20 ans, je ne sais pas combien d'affaires similaires vous avez traitées. Mais il semble qu'il y ait de nombreux éléments en jeu. Il y a encore beaucoup de questions, même à ce stade, alors que nous recevons de nouvelles informations des forces de l'ordre, avec la publication des mandats de perquisition et la divulgation d'autres pièces, jusque-là sous scellé. À ce stade, que pensez-vous de l'affaire contre Lee Ning-kugel et de la solidité apparente du dossier des procureurs? Cette question touche au cœur de chaque affaire d'homicide. À quel point le dossier est-il solide? Et ce qui est intéressant avec ce type particulier d'affaires, c'est que dans tout dossier où l'arme présumée est un poison, il est très rare d'avoir ce qu'on appelle une preuve directe de cet empoisonnement. Ce qui veut dire que ce sera extrêmement rare, à moins que la personne soit vraiment mauvaise pour empoisonner, qu'on la voit verser le poison dans la substance que la victime va consommer. Donc, dans presque tous ces cas, on a ce qu'on appelle des preuves circonstancielles. Les preuves circonstancielles, c'est juste un terme sophistiqué pour désigner des choses que l'on ne voit pas, mais qui sont probablement vraies. Donc, plus il y a de preuves circonstancielles dans une affaire, plus il est facile de poursuivre. Et la loi accorde en fait le même poids à ces deux éléments. Ce n'est pas parce que personne n'a vu quelque chose qu'on ne peut pas prouver que cela s'est produit. Et dans une affaire comme celle-ci, il est allégué que l'empoisonnement a eu lieu lors d'un dîner auquel ont assisté une douzaine de personnes. Et au moins 6 de ces personnes ont potentiellement bu ce qui était supposément du vin contaminé. Cela devient bien plus fort avec plus de personnes impliquées, ce qui est unique dans cette affaire. Donc, je sais que les procureurs ont déjà allégué qu'elle avait, et je cite, que se passe-t-il si j'ingère accidentellement de l'acétonitrile dans son historique de recherche? Et ils alléguent que cette recherche a été faite avant le dîner, ce que je peux comprendre. En tant que procureur, vous présentez cela au tribunal, et beaucoup de jurés diraient d'accord, d'accord. Ça commence vraiment à construire le récit pour moi sur ce qui a potentiellement pu se passer ici. Vous êtes avocat de la défense pénale. Comment répondriez-vous à cela? Vous savez, dans un cas comme celui-là, comment contestez-vous cette preuve si elle est présentée? C'est une réaction raisonnable à cela, il y en a beaucoup d'autres. En tant que juré, je me dirais, ça allait un peu aller dans cette direction. Je pense que, vous savez, il y a beaucoup de choses qui obscurcissent les enjeux dans cette affaire, à commencer par le fait qu'il est vraiment difficile de la séparer de son allégation précédente, qui sera probablement incluse dans cette allégation particulière. L'un des problèmes auxquels vous serez confronté en tant qu'avocat de la défense pénale dans cette affaire, c'est ce qu'on appelle la preuve 404B. Encore une fois, un chiffre et une lettre qui, en termes simples, signifie simplement que l'allégation précédente, selon laquelle elle aurait utilisé du poison pour nuire à quelqu'un d'autre, sera probablement liée à cette affaire et présentée comme preuve. Donc, cela complique un peu les choses. Mais en ce qui concerne son historique de recherche, je pense qu'avec les appareils d'aujourd'hui, tout le monde a un historique de recherche. Tout le monde a des éléments dans cet historique. Et quand je fais ce qu'ils appellent la sélection du jury, je demande toujours aux gens, vous savez, personne ne voudrait probablement que tout le monde voit chaque élément de son historique de recherche parce que vous n'avez peut-être pas fait cette recherche pour la raison que les gens pensent. Sortir les choses de leur contexte peut être très problématique. La chose, c'est que cela peut être remis dans son contexte. Si, par exemple, ce produit chimique particulier qui a créé le cyanure était retrouvé soit en résidu dans la bouteille de vin, soit si c'était effectivement du cyanure qui était retrouvé dans le sang de cette personne en particulier. Or, les mandats que j'ai lus et vus ne parlent pas des résultats du médecin légiste dans cette affaire, mais ce serait vraiment une question compliquée si cette substance particulière était celle qui avait été retrouvée sur les lieux
ou si le cyanure qu'elle avait créé avait été retrouvé dans le sang. Il existe d'autres moyens de défense et d'autres façons d'éloigner un client de la peine de mort potentielle ou même, dans certaines circonstances, d'une peine de prison à vie. Cela implique des moyens de défense liés à la santé mentale ou d'autres éléments potentiellement disponibles. Parce que je me demande aussi si vous êtes l'avocat de la défense dans cette affaire. Je veux dire, il y a 12 personnes assises autour de cette table, et je sais que l'une de ces filles qui a survécu affirme que c'est Gudrun qui a apporté le vin à la table. Mais aussi, vous savez, ils vivent apparemment dans une ferme ou une sorte de propriété où il est nécessaire d'avoir ce produit chimique parce qu'il y a des rats. Je crois avoir lu cela dans l'un des mandats. Il semble que, vous savez, quand il y a 12 personnes dans une pièce, même si c'est elle qui est accusée, il y a là une opportunité pour un avocat de la défense, rien qu'en regardant cette partie précise de l'affaire, de semer le doute dans l'esprit des jurés. Oh, absolument, parce que premièrement, il y a tellement de personnes présentes qui pourraient avoir accès à ces produits chimiques, qui pourraient être capables de les utiliser. Ça pourrait être un accident, simplement parce que, d'après ce que j'ai lu dans le mandat, la bouteille était déjà ouverte. Et on ne sait pas si c'est elle qui l'a ouverte ou si c'est quelqu'un d'autre. Bien sûr, il y a tout de même un ensemble de faits suspects, comme le fait qu'elle n'a pas bu de ce vin. Cependant, sa propre fille, encore en vie, dit qu'elle est allergique à ce vin et qu'elle le sait d'après une expérience précédente. Cela expliquerait pourquoi elle n'en aurait pas bu. Donc, je pense que le mobile pourrait aussi être un problème parce que je ne vois vraiment nulle part qu'elle et sa famille ne s'entendaient pas, dans la mesure où, vous savez, le mobile deviendrait un élément pertinent pour essayer d'empoisonner autant de personnes. C'est juste que je pense en soi, il y a beaucoup à creuser en ce qui concerne pourquoi quelqu'un irait aussi loin pour faire du mal à autant de personnes s'il n'y a pas de mobile pour le faire. Cela semble aussi probable, sauf preuve supplémentaire, qu'il puisse exister des circonstances où cela aurait été accidentel. Et il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas à ce stade sur la dynamique familiale qui était en jeu. Nous essayons toujours d'en apprendre davantage sur les origines de Gudrun Casper et d'où elle venait. Je sais qu'elle essayait d'ouvrir un restaurant à Asheville à un moment donné. Dans cette affaire de 2007, la victime s'appelle Misha Schmidt. J'ai remarqué que son nom était Michael Schmidt lors d'un mandat précédent, ce qui rend les informations à son sujet floues. Tu fais des recherches sur lui. Il y a une ligne dans un vieux journal qui dit simplement qu'il est mort subitement. Nous avons appris, grâce à ces mandats de perquisition, que de l'acétonitrile était présent dans son organisme lorsqu'il est décédé. Je veux dire, qu'est-ce qu'il te faudrait de plus? Si tu es procureur dans cette affaire, au-delà du fait que le lien ici semble être ce produit chimique entre la mort de Leila Livis et ensuite la mort de Schmidt, qui remonte à 2007. Je connais un autre Misha qui a changé son nom en Mike. Je pense que c'est un prénom très courant à modifier. Mais je vais dire ceci. L'une des choses que j'ai remarquées au cours de mes plus de 20 ans de travail sur des affaires criminelles violentes en Caroline du Nord, c'est que très souvent, il faut une ou deux fois généralement avant qu'un procureur ne le remarque. Surtout si quelqu'un agit en cachette, tant dans sa manière d'agir que dans ce qu'il fait. Beaucoup de crimes restent en fait non résolus, bien plus que ce que les gens croient ou veulent savoir. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, vous savez, que ce soit une situation où un enfant va à l'hôpital et que ce n'est qu'au moment où le deuxième va à l'hôpital qu'il réalise qu'un parent nuit à ses enfants, ou lorsqu'une personne finit par mourir d'une manière mystérieuse mais explicable, ou potentiellement il ne voudrait pas ordonner qu'une autopsie ou un test toxicologique soit effectué. Mais quand quelque chose comme ça arrive, je pense qu'il creuse vraiment en profondeur. Donc à ce stade, c'est ce que je ressens, tu vois. Mettre cette affaire en lumière, je pense que cela crée un défi très intéressant pour la défense, mais aussi potentiellement pour l'accusation. En ce qui concerne ensuite le fait de faire juger ces affaires ensemble. Le préjudice pour cette personne serait vraiment très élevé si les deux affaires étaient jugées ensemble. Donc ce n'est pas le critère le plus difficile à remplir pour un procureur. Mais je pense que, vous savez, si j'étais l'avocat de la défense, je travaillerais vraiment très dur pour la dissocier autant que possible de cette affaire précédente. Ah, c'était justement ma question suivante. En se mettant à la place d'un juré,
On pense, quelle thèse avancent les procureurs? Vous dites qu'elle a été accusée de meurtre il y a 20 ans. Et maintenant, on regarde le dîner de Thanksgiving. C'est un peu différent de la façon dont l'avocat de la défense voudrait présenter les choses si cela allait jusqu'au procès. Alors, quel genre de couple était-il? Question. Quelle affaire jugez-vous en premier et est-ce que ces affaires sont jugées ensemble? Tout d'abord, je dirais que ces jurés sont formidables. Nous avons beaucoup de chance. Nous avons le meilleur système au monde en matière de justice pénale. Même si vous regardez la télévision et que vous avez des questions ou des inquiétudes sur la façon dont les affaires sont jugées ou menées, nous avons ce qui équivaut au meilleur système que l'on puisse avoir, je pense, et nous devrions être fiers de ce que nous avons construit. Mais grâce à cela, nous avons des protections, des garanties et des choses comme ça. Cela aidera quelqu'un dans cette situation à être jugé équitablement. Et je pense que si vous êtes le procureur, d'abord, vous allez souligner les similitudes entre les affaires, quel que soit l'écart de temps entre les faits. Ce genre de choses n'est généralement pas utilisé pour prouver que, eh bien, vous l'avez fait une fois, donc vous l'avez refait. C'est utilisé pour prouver que le même schéma se répète. Donc, il n'est pas du tout improbable ou déraisonnable de penser que cette personne pourrait avoir accès à ces produits chimiques ou pourrait en savoir plus sur cette situation. Étant donné qu'ils étaient proches de quelque chose comme ça auparavant, même si ce n'est pas un crime qui a encore été prouvé contre eux, donc, cela arrive souvent dans les cas d'agression, cela arrive souvent lors de vols, où le comportement habituel de quelqu'un dans une certaine activité qui lui est reproché est utilisé contre lui. Et le juré reçoit des instructions précises. Ils reçoivent tous des instructions précises pour ne pas penser, eh bien, ils l'ont déjà fait, ils le referont, et les jurés sont vraiment compétents dans ce qu'ils font. Donc, ils prendront cette preuve et ils l'examineront à la lumière des activités qui lui sont actuellement reprochées lors de Thanksgiving. Mais il est très probable qu'ils ne jugeront pas les deux affaires potentiellement en même temps afin d'éviter ce biais. Et franchement, il peut être plus facile de juger une affaire plus récente avec des témoins encore en vie, ce qui est très rare dans une affaire de ce genre. Normalement, on parle d'une seule cible que quelqu'un observe et planifie très soigneusement et travaille dans ce but, vous savez, juste pour cette seule personne. Voir cela dans un environnement où, potentiellement et prétendument, plusieurs personnes ont été exposées à cette substance est extrêmement rare. Je n'ai jamais vraiment vu ça, sauf peut-être l'affaire Tylenol des années 80 où c'était indiscriminé. Ici, c'est ciblé, mais vise plusieurs personnes. Oui, hein, je me souviens que le documentaire Netflix est sorti là-dessus, je crois, l'année dernière. Les procureurs ne demandent pas la peine de mort dans cette affaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Juste en sachant comment. La Caroline du Nord est un État où la peine de mort est en vigueur, et généralement, vous savez, certains cas peuvent amener les procureurs à demander la peine de mort. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de ne pas le faire dans ce cas particulier? Donc, jusqu'à récemment, les décisions concernant la peine de mort étaient extrêmement rares en Caroline du Nord. Pendant mon séjour dans la région de Charlotte, je ne me souviens que de deux affaires où la question a réellement été soulevée. L'une de ces affaires concernait un double homicide de policier qui s'est produit il y a assez longtemps, et la peine de mort a finalement été écartée lorsqu'il a été révélé qu'un des détectives impliqués n'avait pas transmis des preuves à la défense. Donc, même à ce moment-là, la peine de mort a été retirée comme sanction possible et cette personne a finalement été condamnée à la prison à vie. Maintenant, les choses ont changé. Une nouvelle loi a été adoptée qui permet en fait les exécutions de presque toutes sortes tant qu'elles sont déclarées humaines par un autre État. Cela signifie que si un détenu condamné à mort dans le couloir de la mort décide d'en choisir une ou choisit d'en sélectionner une, ou si l'État n'est pas en mesure de fournir la méthode d'exécution appropriée par injection létale, alors ils peuvent choisir d'utiliser une autre forme de peine ou de châtiment, c'est-à-dire la peine de mort, y compris le peloton d'exécution ou d'autres moyens, même l'électrocution. C'était une loi très récente qui a été adoptée à la fin de l'année dernière. Donc, à ce stade, aucun cas réel n'a commencé à progresser où ces méthodes ont été utilisées, ou où les procureurs de district ont davantage requis la peine de mort à travers l'État. Je pense qu'il est rare dans cette région de notre État de voir ce type d'affaires. Ce n'est absolument pas surprenant que même dans ce type d'affaires où plusieurs personnes auraient été ciblées de cette manière, l'État ne choisisse pas de demander la peine de mort. Il y a toujours un coût immense et beaucoup d'appels et de procédures de ce genre qui justifieraient
qu'il se demande si cela en vaut la peine ou non. Je ne suis pas surpris, car cela arrive rarement, mais cela pourrait devenir plus fréquent vu ce qui s'est passé dans notre État. Oui, nous verrons ce qui arrivera dans ce cas. Je veux dire, c'est un cliché de parler d'allégations choquantes. Mais je pense que chaque fois qu'on lit les nouvelles informations qui sortent à chaque fois qu'on couvre cette affaire, c'est vraiment une affaire choquante. Et nous verrons ce qui va se passer. Jason Saint-Aubin, avocat pénaliste en Caroline du Nord. Merci de toujours être présent sur Law and Crime. Nous vous en remercions. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous voir, Chris. C'est tout pour On the Case par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify et retrouvez-nous sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.